Bien, mes chers collègues, bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans une salle inhabituelle qui est l'ancienne salle de la délégation de la Commission développement durable et aménagement du territoire, parce que nous ne sommes pas prioritaires dans l'attribution des salles, et même si les administrateurs avaient fait leur travail, c'est-à-dire réserver celle à laquelle nous travaillons d'habitude, à la 70-40 de longue date, c'est bien une commission d'enquête et tient en ce moment ses travaux, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en quelque sorte déplacés. Quelques mots d'abord pour partager avec vous les conclusions de la réunion de bureau que nous avons tenue la semaine dernière, le 27 septembre à 15 heures, et auquel un certain nombre d'entre vous ici présents ont participé. Ça a été l'occasion d'abord de faire le point sur les missions en cours et singulièrement sur la mission d'information sur les intercommunalités qui est pilotée par notre collègue Anne Bruniera et par notre collègue Jean-Claude Rau. Mission dont je rappelle que c'est plutôt une mission d'information au long cours, dont l'objectif était de nourrir la réflexion sur des évolutions institutionnelles et ou concernant les collectivités territoriales à venir. Donc c'est une mission dont les travaux pourraient être rendus plutôt au printemps 2024, pas avant, donc il va mobiliser certes pas sur un rythme de mobilisation sur une journée entière nos administrateurs, mais qui va les mobiliser au moins jusqu'à cette date-là. La deuxième mission d'information qui est lancée, c'est bien sûr celle sur le statut des élus locaux et les violences faites aux élus, qui est coanimée par nos collègues Violette Spilbou et Sébastien Jumel. Une audition a eu d'ailleurs lieu ce matin encore, de la part de nos collègues avec Intercommunalité de France et le cabinet de la ministre déléguée aux collectivités territoriales et à la ruralité. Je sais qu'il y a également des auditions prévues avec Rémi Lefebvre la semaine prochaine et avec un déplacement prévu à l'Aïle-les-Roses pour rencontrer Vincent Jeanbrun, son maire, qui a été agressé violemment à son domicile du 1er au 2 juillet dernier. Et c'est d'ailleurs l'occasion, comme je l'avais fait la semaine dernière avec vous, à propos du maire d'une commune située dans l'Hérault, de vous dire que j'ai appelé hier le maire de Cléry-le-Grand, une commune située dans la Meuse, qui a été violemment agressé il y a une dizaine de jours, dont d'ailleurs l'agresseur a déjà été condamné en comparution immédiate. Et donc je l'ai appelé hier, comme je l'avais fait pour le collègue maire, enfin l'ancien maire présent que j'avais appelé, eh bien je l'ai appelé pour lui exprimer notre solidarité au nom de la délégation, comme je le ferai de façon systématique avec l'ensemble des maires agressés désormais, et ainsi que je vous en avais informé. Donc cette mission d'information sur le statut des élus locaux poursuit ses travaux avec, je le rappelle, comme objectif d'avoir un atterrissage législatif autour d'une proposition de loi, vraisemblablement en décembre, dans une niche qui, je crois, est située la semaine du 7 décembre. Et puis, cette réunion de bureau, elle nous a permis de faire le point sur les prochaines réunions de la délégation, donc bien sûr celle d'aujourd'hui, mais aussi celle de la semaine prochaine sur le même créneau à 13h30, qui nous permettra d'avoir une présentation du rapport sur les politiques du logement, qui correspond aux rencontres qui ont été organisées par notre délégation avant l'été, à l'initiative de Thomas Cazenave. Et on a également proposé, dans le cadre de ce bureau, que je puisse être le rapporteur. Alors certes, je ne suis pas à l'initiative de ce texte, mais le rapporteur étant au gouvernement, c'est assez logique que le rapport soit institutionnel. Et donc, c'est ce que le bureau propose à la commission aujourd'hui. Et on aura donc un partage de ce format, de ce rapport sur l'ensemble des échanges qui ont eu lieu lors de cette rencontre. Et puis, l'élément de calendrier, c'est également la semaine prochaine, le 11 octobre, à 17h30. Au départ, on avait plutôt envisagé ça un mardi à 17h15, mais ce sera, en fonction de l'agenda de la ministre, l'audition donc de Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité, principalement sur les enjeux du projet de loi de finances pour 2024. À cet égard, le bureau, la semaine dernière, a choisi pour formule sur le PLF, non pas de lancer une sorte d'avis qui se ferait forcément dans un calendrier extrêmement rapide, comme ça avait pu être le cas l'an dernier, mais d'auditionner les deux rapporteurs spéciaux, Joël Giraud et Marina Ferrari, dont je rappelle qu'elle est désormais membre de notre délégation, devant la délégation au moment de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances
Donc on essaiera que ce ne soit pas trop disjoint du passage dans la commission des finances, dont plusieurs des membres de la délégation dans laquelle ils siègent. Et donc, on a d'ores et déjà, où on va le faire, informer Marina Ferrari et Joël Giraud de cette possibilité. En tout cas, pour Marina Ferrari, je l'ai fait moi-même à l'issue de cette réunion de bureau. Ça nous paraissait une formule à la fois plus souple et plus réaliste sur le calendrier de nos travaux que de réaliser cette audition sur ce format. On a également, lors de cette réunion de bureau, parlé de nos travaux, les travaux du groupe de travail sur la décentralisation. Et donc on a choisi de confirmer ce qui avait été initié par mon prédécesseur, à savoir qu'une synthèse va être réalisée des auditions qui ont déjà été pratiquées depuis le début des travaux de ce groupe de travail. Et sur la base de cette synthèse, on va élaborer, et le bureau sera amené à arbitrer, on va élaborer quelques questions, 3 ou 4 questions assez générales, qui vont être transmises, ainsi que Thomas Cazenave l'avait proposé, à l'ensemble des groupes de l'Assemblée pour qu'ils apportent, qu'ils partagent dans des réponses qu'on souhaitera les plus sincères possibles, leur vision des collectivités territoriales. Je rappelle que l'objectif était là aussi d'arriver à distinguer quelques points de consensus sur les évolutions nécessaires dans l'organisation territoriale de notre pays et dans l'exercice des pouvoirs locaux. Suite à quoi, évidemment, on attendra une réponse, et cette réponse sera ajoutée au rapport qui synthétisera l'ensemble des travaux de ce groupe de travail. On a également décidé, lors de cette réunion de bureau, de poursuivre sur ce format des rencontres de la délégation, qui a déjà permis à 2 reprises à la fois de faire parler de nous, et puis je pense de nourrir le débat public, ce qui est quand même un de nos objectifs principaux sur ce thème des pouvoirs locaux. Et donc on a arrêté l'idée de pouvoir organiser des rencontres de la délégation, soit fin janvier, soit début février, sur les politiques de redynamisation qui ont été menées ces dernières années, et notamment Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, pour lequel on a un peu moins de recul, et puis Village d'avenir qui vient d'être lancé. Donc ce sera intéressant, parce qu'on aura une politique de redynamisation qui a déjà 5 ans de recul, sur laquelle finalement on est sur un calendrier législatif classique pour en faire le bilan, un premier bilan. Je rappelle que Action Cœur de Ville a été prolongée jusqu'en 2026. Et puis Petite Ville de demain, on est en cours de processus, et Village d'avenir pour essayer de comprendre les objectifs et la méthode qui a été retenue par le gouvernement pour ce nouveau dispositif réclamé par l'Association des maires ruraux de France. Voilà, donc c'est à ce thème, et donc un peu plutôt sous l'angle de la décentralisation et aussi de l'aménagement du territoire qu'on va consacrer ces rencontres, probablement le 1er février, je crois que c'était la date qui, depuis la semaine dernière, semblait se distinguer. Et enfin, je termine par là, s'agissant, et Catherine Couturier pourra dire si j'ai fait un résumé avec des trous de ce que nous nous sommes dit, on a parlé des thèmes des missions d'information qui pourraient être lancées, essentiellement à partir du moment où la mission d'information sur le statut des élus locaux et les violences à leur encontre achèverait ses travaux, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre. Et donc on a balayé un certain nombre de propositions des collègues avec des choix qui ont été faits par le bureau de priorisation à date. On a retenu le principe de lancer une mission d'information flash sur la gestion des services départementaux d'incendie et de secours. Et depuis que certains ont reçu le compte-rendu de la réunion de bureau, on a déjà reçu énormément de candidatures pour participer à ces travaux. On a également retenu le principe de lancer une mission d'information sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Et puis on a débattu de la possibilité d'intégrer le sujet de l'évolution de la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille, dans les travaux du groupe de travail sur la décentralisation. Donc ça fait partie des sujets qui pourraient faire l'objet peut-être d'une mission d'information, mais on n'en a pas retenu le principe de façon formelle. J'ajoute aussi, je ne l'ai pas évoqué la semaine dernière, et je suis fautif, qu'on aura à s'interroger sur l'opportunité, le calendrier d'un travail qui viendrait prolonger la mission d'information de la Commission des lois sur le recours au cabinet de conseil par les collectivités territoriales. Je rappelle qu'à la fin du rapport assez condensé des 2 collègues qui avaient travaillé sur ce sujet, il était évoqué la nécessité de travailler un peu plus au long cours sur ce thème pour évaluer les points de
comparaison et les points sur lesquels la régulation proposée par une proposition de loi au Sénat du recours au cabinet de conseil par l'État pourrait s'appliquer également pour les collectivités territoriales, et au contraire les points de différence qui faisaient qu'il fallait laisser une souplesse peut-être plus grande aux collectivités. Donc ça fera l'objet d'une prochaine réunion de bureau dont nous parlerons, et je propose d'ailleurs que, je le dis ici pour les membres du bureau présents, que nous en tenions une pour avancer dans l'ordre du jour de notre délégation la semaine prochaine à 14h30 à l'issue de la réunion de la délégation aux collectivités territoriales. Voilà pour ce résumé. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que j'ai été assez exhaustif. Nous sommes réunis aujourd'hui, mes chers collègues, pour échanger avec les rapporteurs qui ont travaillé sur une mission flash consacrée aux communes nouvelles depuis déjà plusieurs mois. C'était un flash étendu, on va dire cela comme ça. Donc Stella Dupont, députée du Maine-et-Loire, et Stéphane Delautrette, député de la Haute-Vienne. C'est une communication qui est très attendue parce que le sujet des communes nouvelles, même s'il connaît une inscription territoriale que vous avez d'ailleurs détaillée avec une carte qui est très parlante dans votre rapport, une inscription territoriale qui est assez différenciée, est un sujet qui a beaucoup fait parler. Alors moins au moment où elles ont été officiellement créées en 2010 qu'à partir de la loi Pélissard de 2015, qui a lancé véritablement l'essor de ces communes nouvelles. Un essor qui est vite retombé. Alors on peut penser que c'est à la faveur, vous le dites, des élections municipales de 2020, de la crise Covid. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau souffle après une période d'essor, d'extension de ce processus de communes nouvelles. Et j'ai d'ailleurs observé que, probablement pour distinguer la loi Marcellin de 1971, qui avait abouti parfois à des résultats considérés comme un peu autoritaires, je pense au département de la Haute-Marne par exemple, où il y a eu beaucoup de fusions de communes, vous évitiez assez souvent dans le rapport d'utiliser ce terme de fusion de communes pour parler plutôt de la création de quelque chose de nouveau, et c'est une perspective évidemment intéressante. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, même si elle représente une minorité de communes, de l'ordre de 2,5%, je pense, des communes actuelles, les communes nouvelles sont des espaces dans lesquels vivent 2,5 millions de nos habitants. Donc c'est des habitants du territoire français. C'est un sujet qui concerne beaucoup de nos concitoyens et dans des départements très différents. Dans ma circonscription, par exemple, 2 communes nouvelles ont été créées à l'issue de la loi Pélissard, Granges-au-Monzet et Provenchères et Colleroy, avec d'ailleurs des destins assez différents dans les 2 cas. Rappelez aussi que dans cet essor de 2016, de 2015-2016, et qui s'est poursuivi jusqu'en 2017, dans cet essor initial, il y avait pour beaucoup aussi l'implication de l'AMF et de certains préfets dans cette dynamique autour de la commune nouvelle. L'AMF a récemment souhaité, à l'occasion d'assises qui avaient été organisées à Baugé en Anjou, je crois, dans la circonscription de Madame Blin, mais dans votre département, Madame la rapporteure, le 29 juin dernier, l'AMF a souhaité qu'un nouvel élan soit donné à ce processus des communes nouvelles, parce que aujourd'hui, chacun constate qu'effectivement, on peut parler d'essoufflement, et vous revenez d'ailleurs sur les raisons de cet essoufflement, avec parfois, y compris pour les maires qui se sont lancés avec beaucoup d'enthousiasme, et les élus locaux au sens large, dans ces processus de création de communes nouvelles, des difficultés qu'ils n'avaient pas forcément identifiées, notamment liées aux effets de seuil, sur lesquels vous revenez longuement, et sur lesquels vous faites des propositions. Alors je dirais que vos propositions, elles relèvent de vos recommandations, de 3 considérations. Vous avez des recommandations sur la durée et les mécanismes financiers d'accompagnement des communes nouvelles. C'est le premier ordre de proposition que vous faites. Vous formulez aussi des recommandations sur la vie démocratique et citoyenne au sein de ces communes nouvelles, à la fois sur l'organisation des conseils municipaux, le nombre d'adjoints, la façon de consulter le public et les citoyens. Et puis vous formulez des recommandations sur la mobilisation des services de l'État pour développer le modèle de la commune nouvelle et l'accompagnement par les services de l'État de ces communes nouvelles. Je me félicite en tout cas de l'approche très large que vous avez adoptée pour vos travaux, qui, je n'en doute pas, aboutiront à un certain nombre d'amendements pour le projet de loi de finances. Je crois que c'est déjà le cas, Madame la rapporteure, pour ce qui vous concerne. Et quoi qu'il en soit, je vous félicite, et je félicite l'équipe d'administrateurs pour la clarté et la qualité de la rédaction de ce rapport, qui est, je crois, à cet égard, une forme de modèle. Voilà, je vous donne la parole,
à tous deux. Je ne sais pas comment vous êtes partagé le monde, ou plutôt la prise de parole. En tout cas, nous vous écoutons pour une bonne quinzaine de minutes et ensuite on échangera avec nos collègues. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ben, j'en profiterai moi aussi pour remercier nos administrateurs, puisque effectivement, les rapporteurs ne sont rien sans leurs administrateurs. Et la qualité finale du rapport est liée à ce travail conjoint et au travail qu'on a pu conduire ensemble avec Stéphane Delautrêtre. Et je tiens à saluer là aussi la qualité de nos échanges et la volonté commune d'avancer d'un même pas, entre guillemets, sur ce sujet qui n'est pas si simple que cela, en définitive, tant les communes nouvelles sont diverses. Alors, Monsieur le Président et chers collègues, osons la commune nouvelle. C'est le mot d'ordre lancé le 29 juin lors des assises organisées à Baugé en Anjou par l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalité. Eh bien, cela résume parfaitement l'état d'esprit de nombreux élus locaux face à ce qui apparaît à la fois comme un risque et comme une opportunité. Naturellement, dès lors qu'il s'agit de se regrouper avec d'autres communes, la crainte de voir ses ressources financières diminuer et son identité fragilisée est compréhensible. Pour autant, la commune nouvelle est aussi une occasion de développer un projet de territoire en conservant le cadre communal. Et pour reprendre les termes utilisés en 2015 par l'un des pères de la commune nouvelle que vous avez cité, M. Pélissard, alors député maire du Jura et président de l'AMF, eh bien, elle peut se définir comme un cadre communal rénové où, sur la base du volontariat, les élus disposeront d'une réelle opportunité d'organisation, synonyme de maintien des services, assurant ainsi la proximité à laquelle la population, à juste titre, est très attachée. Loin d'être une simple fusion administrative, voire comptable, la commune nouvelle est un moyen de revivifier l'échelon communal. Et ce point est essentiel à nos yeux dans la mesure où, en dépit de la montée d'un sentiment de défiance vis-à-vis du monde politique, le maire reste, vous le savez, nous le savons tous, encore la figure dans laquelle les Français se retrouvent. Or, après une dynamique observée dans les années 2016-2019, à la suite de la loi Pélissard donc de 2015, le rythme de création des communes nouvelles s'est clairement essoufflé depuis 3 ans, à tel point que l'inspection générale de l'administration a pu parler dans un rapport paru en 2022 de bilan décevant et de perspectives incertaines. La commune nouvelle n'en est pas morte pour autant, comme en témoignent les projets qui apparaissent dans des territoires actuellement peu pourvus, tels que le Rhône, avec Oulins et Pierre-Bénite, et même l'Île-de-France, avec Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Et comme le soulignait l'AMF lors de son audition, beaucoup d'élus sont dans une posture attentiste et attendent un signal décisif de la part du législateur. À l'unisson de l'opinion publique, nous avons la ferme conviction que la commune est un échelon irremplaçable, mais qu'il convient de lever tous les freins à son épanouissement dans un cadre élargi. Notre mission Flash, donc créée en mars dernier au sein de notre délégation, s'est fixée pour objectif d'effectuer un bilan du dispositif en vigueur et de trouver les voies de relance tant attendues. À cette fin, nous avons auditionné les associations d'élus et les administrations les plus concernées, la Direction générale des collectivités locales, ainsi que les auteurs du rapport de l'IGA précité. Nous avons également mis un point d'honneur particulier à recueillir le point de vue des élus locaux eux-mêmes, qu'il s'agisse de maires de communes nouvelles créées par le passé dans les années 2010 ou plus récemment, ou de communes en cours de regroupement. Nous allons faire notre exposé à 2 voix tout au long des minutes qui viennent, donc je passe la main à Stéphane. Eh bien, Monsieur le Président, merci Stella pour cette introduction. Peut-être à mon tour, avant d'entrer dans le détail du rapport, saluer la qualité de l'accompagnement de notre équipe d'administrateurs qui a su organiser un nombre important d'auditions et nous accompagner dans la rédaction de ce rapport de grande qualité et saluer la qualité de nos échanges. Stella, chers collègues,
collègues co-rapportrices sur ce dossier. Alors, dans cette partie-là, on va essayer de vous exposer les obstacles que nous avons identifiés à la résurgence de la dynamique de développement des communes nouvelles. Alors, le premier enseignement que l'on peut tirer de nos travaux réside dans le caractère exceptionnel du mouvement enclenché dans les années 2010. Le régime de la commune nouvelle, élaboré en 2010 en opposition à celui instauré par la loi Marcellin de 71, ça a été rappelé par notre président, ne s'est traduit par un succès immédiat. À quelques fusions, 25 opérées entre 2012 et 2015, et par contre un engouement certain s'est produit pendant la période 2016-2019 avec 793 communes nouvelles créées sur un total à ce jour de 840. Alors si on rentre un petit peu dans l'analyse de tout cela, certains regroupements tels que l'extension de Baugé en Anjou dans le Maine-et-Loire, que connaît bien Madame Dupont en 2016, et la création de Monceau-la-Nouvelle dans les Landes en 2019 ont certes été portés par des projets de territoire. Pour autant, les auditions menées par la mission d'information ont permis de confirmer que la multiplication des communes nouvelles s'était faite en réalité en réaction d'une part à la baisse des dotations de l'État opérées dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques et d'autre part à l'élargissement du périmètre des EPCI initié par la loi Notré en 2015. Nous avons également constaté que la dynamique de création de communes nouvelles était extrêmement contrastée d'un territoire à un autre, sans que l'on puisse trouver un facteur d'explication pleinement satisfaisant. Ainsi, on a 6 départements, la Manche, le Calvados, le Maine-et-Loire, l'Eure, le Jura et l'Orne, qui concentrent à eux seuls 30% des communes nouvelles. Dans le même temps, les 3 départements dont le tissu communal est le plus développé en France, Pas-de-Calais, Aisne et Somme, ont très peu de communes nouvelles. Enfin, certains territoires n'ont même aucune commune nouvelle, en particulier la quasi-totalité du pourtour méditerranéen. En définitive, nous avons conclu qu'il y avait eu, dans le développement des communes nouvelles, des effets d'entraînement liés au succès d'initiatives individuelles. En ce sens, le projet de regroupement de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine, annoncé le 5 avril dernier, est intéressant car il pourrait encourager d'autres élus de la petite couronne francilienne à s'engager. Et ça nous a été clairement exposé pendant les auditions. Pour autant, le nombre de créations de communes nouvelles depuis la fin de la crise sanitaire reste encore relativement faible, 9 en 2022 et 8 cette année. Le moindre échec qui interviendrait sur un projet en cours pourrait donner un coup d'arrêt à la dynamique engagée sur l'ensemble du territoire concerné. C'est précisément sur ce point que nous manifestons une certaine inquiétude, car il est ressorti des auditions que le régime de la commune nouvelle souffre, en tant que tel, de faiblesses structurelles entravant son développement. Les surcoûts inhérents à la fusion et les effets de seuil liés au changement de taille sont en effet les 2 principaux angles morts des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur. Ils peuvent avoir pour effet de dissuader les élus locaux d'entreprendre un projet de regroupement dans leur commune. Par ailleurs, certains coûts liés à la création et à l'amorçage de la commune nouvelle sont parfois mal anticipés par les élus, faute d'être identifiés ou identifiables en amont. Alors, je vais en citer quelques exemples qui nous ont été rappelés à plusieurs reprises, tels que la conduite de la concertation avec les citoyens, consultation publique, campagne d'information, et celle entre élus même, temps passé pour élaborer le projet commun. Tout comme la formation des agents municipaux au système d'information, aux procédures, à la montée en compétences et aux compétences de la commune nouvelle, mais aussi l'aménagement des locaux administratifs pour l'accueil des services regroupés, le maintien des services publics dans les communes historiques, et enfin la diffusion et l'appropriation de la nouvelle identité de la commune. Certains coûts peuvent être cachés et n'apparaissent qu'au terme de la réflexion engagée sur la création de la commune nouvelle. Par exemple, le maire de Pierre-Bénite dans le Rhône nous a rapporté que la fusion avec la commune d'Oulin va conduire sa commune à quitter un syndicat intercommunal, notamment lié là aux technologies de l'information pour les villes.
ce qui générera de fait des coûts importants pour la commune du fait de ce retrait. Et ça n'avait pas forcément été identifié. Si les incitations financières ne constituent pas un élément déterminant dans la décision de créer une commune nouvelle, il apparaît clairement qu'elles permettent aux élus de mieux gérer la période de transition. À cet égard, nos auditions font revenir systématiquement 2 points d'attention. Tout d'abord, la durée de 3 ans du pacte de stabilité, pendant laquelle la commune nouvelle bénéficie d'une garantie de non-baisse des composantes de la DGF, est jugée trop courte et insuffisamment en phase avec le temps nécessaire pour mener de front à la fois la mise en place de la commune nouvelle et l'action publique vers les populations. Les élus ont besoin d'une plus longue période de stabilité et de visibilité sur leur financement, au moins d'une durée équivalente à un mandat complet. Le montant de la dotation d'amorçage, 6 € par habitant, majoré de 4 € par habitant lorsque toutes les communes regroupées comptent moins de 3 500 habitants, est peu attractif et ne couvre pas les surcoûts liés à la fusion. J'ai évoqué tout à l'heure l'impact que peut avoir le changement de taille de population sur les obligations de la commune nouvelle. Rappelons que de nombreux dispositifs législatifs intègrent la population communale pour fixer des prescriptions communes. La création d'aires d'accueil pour les gens du voyage, seuil de 5 000 habitants, l'aménagement d'un site cinéraire, seuil de 2 000 habitants, mais également la construction de logements sociaux, puisqu'une commune nouvelle qui dépasse le seuil de 3 500 habitants peut rentrer dans le périmètre SRU. Si elle n'est pas soumise au dispositif SRU l'année de sa création, l'inventaire des logements sociaux l'année suivante peut la conduire à être déclarée déficitaire, faute d'atteindre le taux de logements sociaux de 20% ou 25%. Par exemple, dans le cas de la commune de Livaro, la fusion a fait passer le taux de 35% à 16% pour la commune nouvelle de Livaro-Dauge. La commune nouvelle bénéficie d'une dérogation concernant l'objectif de rattrapage de périodes de 3 ans à compter de sa création et d'une période de franchise de 3 ans pendant laquelle elle est exonérée de prélèvement en cas de carence. Nous considérons que la durée de cette exonération est insuffisante. Un mot pour finir sur les obstacles liés aux effets de seuil. Le pacte de stabilité ne s'applique qu'aux communes nouvelles de moins de 150 000 habitants. Ce seuil élevé n'est pas paru être un problème jusqu'à présent, puisque la plus grande commune nouvelle, Annecy, comptait environ 130 000 habitants au moment de sa création. La fusion annoncée de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine change la donne. En l'état du droit, la commune nouvelle ne bénéficiera pas du pacte de stabilité. Les maires des 2 communes concernées nous ont confirmé que l'application du droit commun entraînerait une perte significative sur la dotation forfaitaire, mais surtout une perte massive DSU qui pourrait menacer le projet de rapprochement. C'est un vrai sujet et nous portons une recommandation en la matière. Enfin, la préservation de l'identité locale, parce que ce sujet est aussi particulièrement ressorti dans les échanges que nous avons eus, peut constituer un point délicat pendant et après le processus de fusion. Pour les habitants, il peut y avoir la crainte de voir leur commune disparaître avec les services publics auxquels ils sont attachés, même si ce sentiment a tendance à refluer au fur et à mesure du temps, une fois que les habitants se sont appropriés la commune nouvelle. Malgré la loi Gatel qui a créé une période de transition entre le premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle et le renouvellement suivant, le droit en vigueur conduit à une réduction drastique du nombre de conseillers et un effacement progressif de la représentation des communes déléguées. Je poursuis dans un second temps. Nos réflexions se sont portées sur les possibilités tant juridiques que financières de lever ces multiples freins à la généralisation des communes nouvelles. Au cours de leur audition, les représentants de l'AMF ont insisté sur l'importance qui s'attache à la prise en compte des spécificités des communes nouvelles et, au-delà, à l'attribution d'un régime particulier à ces regroupements. Or, le droit en vigueur définit sans ambiguïté les communes nouvelles comme des communes comme les autres, pour reprendre les termes employés par Sébastien Lecornu lors d'une audition ici même. Pourrait-on dès lors aller plus loin dans la différenciation territoriale en considérant
que la commune nouvelle serait une commune à part, voire une commune à statut particulier, à l'instar par exemple de Paris. Bien qu'il soit naturellement difficile de répondre à cette question de manière définitive, il ressort de nos échanges avec la DGCL que le principe d'égalité mentionné dans notre Constitution, dans son article 1er, impose l'application des mêmes règles aux collectivités appartenant à la même strate, avec pour seule exception la présence d'une situation objectivement différente. Donc seule une singularité fondée sur des éléments concrets peut justifier que l'on attribue de manière pérenne des avantages distincts, notamment sur le plan financier, à deux collectivités relevant de la même catégorie. Or, comment distinguer une commune nouvelle issue d'un regroupement des années 2010 et une commune issue d'une fusion Marcellin, voire d'un regroupement intervenu au XIXe siècle? Dans la logique, en fait, il apparaît hasardeux d'essayer de rattacher les communes nouvelles à la catégorie de collectivités à statut particulier sans identifier au préalable les caractéristiques propres qui les distingueraient d'une commune ordinaire. Pour autant, le fait de considérer ces regroupements comme des communes n'interdit pas l'application de dérogations temporaires, notamment liées à la transition entre deux identités juridiques. Et dès lors, nous estimons qu'il est nécessaire d'aller le plus loin possible dans ce qu'autorise la jurisprudence constitutionnelle afin de faciliter le processus de fusion et ainsi créer un choc d'attractivité en faveur des communes nouvelles. Et c'est vrai que je vais, à titre personnel, assez loin sur ce sujet, parce que j'aimerais qu'on étudie et qu'on vérifie la faisabilité ou pas, de façon à ce que ce sujet ne vienne pas polluer non plus ad vitam aeternam les débats qu'on peut avoir sur ce sujet des communes nouvelles et de l'intérêt ou pas d'aller plus loin dans les spécificités. Je te laisse poursuivre. Alors tout d'abord, comme l'ont souligné en audition les représentants de l'AMF, nous proposons de considérer la notion d'amorçage comme consubstantielle à la mise en place d'une commune nouvelle et de fixer à 6 ans au lieu de 3 la durée des mécanismes financiers dérogatoires applicables à toute commune nouvelle, c'est-à-dire la stabilité des dotations forfaitaires et des dotations de péréquation, ainsi que l'attribution d'une dotation d'amorçage calculée au sein de l'enveloppe de DGF. Tous les maires auditionnés ont en effet estimé que l'actuelle période de 3 ans était insuffisante pour que le temps fasse son œuvre et que l'attachement aux anciennes communes se diffuse au sein du nouvel ensemble. Au lieu de prolonger l'amorçage d'un an comme l'a fait l'an dernier, comme il a été fait l'an dernier en loi de finances, le législateur devrait fixer clairement pour toutes les communes nouvelles une durée de 6 ans qui, au demeurant, correspond à la durée d'un mandat complet. Par ailleurs, afin d'aider les communes à faire face aux surcoûts importants engendrés par la fusion, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous suggérons de procéder à un relèvement significatif du montant même de cette dotation qui passerait à 15 € par habitant au lieu de 6 actuellement. Un point sur lequel je suis particulièrement attaché, c'est la prise en compte des communes de moins de 3500 habitants et pour laquelle je souhaiterais que cette dotation puisse être majorée de 10 €, considérant que les moyens dont disposent les petites communes, y compris quand elles se rapprochent, pas d'ingénierie, pas forcément les personnels de communication, enfin, à leur disposition, sont obligés de recourir à des conseils extérieurs et cette dotation d'amorçage, elle doit justement leur permettre de couvrir ces frais inhérents qui pour eux sont quelquefois plus difficiles à couvrir. Donc cela permettrait, si on regarde la moyenne d'habitants des communes nouvelles estimée à 3279 habitants, de leur allouer potentiellement pour ces regroupements de ce type un montant de 80 000 € par an au titre de l'amorçage. Enfin, compte tenu, et je l'ai évoqué tout à l'heure, des dépenses d'investissement rendues nécessaires par la fusion, en particulier dans le domaine de l'immobilier et de l'informatique, il pourrait être envisagé d'instaurer sur le modèle de la DSIL une dotation d'investissement complémentaire consacrée à l'amorçage des communes nouvelles, uniquement valable au cours des 6 premières années suivant leur création. Cette dotation serait naturellement extraite de l'enveloppe de la DGF.
S'agissant de la gouvernance, on l'a évoqué tout à l'heure, nos travaux nous amènent à proposer l'intégration systématique des maires délégués dans l'équipe municipale sous la forme d'adjoints territoriaux. Il s'agirait là d'une dérogation permanente aux règles de représentation au sein des conseils municipaux fondées sur le principe de proportionnalité démographique. Alors une telle dérogation nous paraît pouvoir passer sous les fourches codines du Conseil constitutionnel, car elle serait fondée sur l'existence d'une caractéristique propre aux communes nouvelles, à savoir l'existence de communes déléguées. On peut ajouter que la jurisprudence constitutionnelle a déjà reconnu en 2018 la possibilité pour le législateur de s'affranchir sous certaines conditions du principe de proportionnalité. C'est le cas pour la représentation dans les collectivités membres de certains EPCI, et notamment pour les petites communes, pour leur en assurer une représentation. Sous réserve naturellement de fixer un plafond de représentation afin d'éviter des distorsions excessives dans les effectifs des conseils municipaux, il nous paraît possible donc de progresser dans la reconnaissance de l'identité singulière et plurielle de la commune nouvelle. Pour témoigner de notre travail en proximité, eh bien, je poursuis avec la question des effets de seuil, qui sont particulièrement donc, préjudiciables aux communes nouvelles, et nous arrivons à la conclusion qu'une application plus souple, mais limitée dans le temps, des obligations qui résultent du dépassement d'un seuil de population par l'effet de la fusion de communes pour constituer une commune nouvelle. Dans le cadre de la loi SRU, le délai de grâce de 3 ans, pendant lequel la commune nouvelle n'est pas pénalisée, est trop court pour parvenir à atteindre l'objectif de taux prévu par la loi. La construction de logements sociaux nécessite des investissements importants et du temps, naturellement, on le sait tous. Et nous recommandons d'augmenter la durée d'exonération de prélèvement à compter de la création de la commune nouvelle. Plus généralement, l'IGA et la DGCL nous ont fait observer que les préfets disposaient d'un droit de dérogation reconnu en vertu du décret d'avril 2020. Et ce droit de dérogation est strictement encadré et ne peut pas concerner des dispositions de niveau législatif, en particulier les seuils légaux. Donc le préfet peut cependant déroger au cas par cas pour un motif d'intérêt général et selon les circonstances locales à certaines normes réglementaires. Il est donc possible de prévoir dans la loi de laisser la main justement au préfet pour moduler dans le temps et pour une durée limitée l'application aux communes nouvelles de certaines obligations. Par exemple, les communes nouvelles, une fois inscrites au schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, pourraient bénéficier d'un délai supérieur aux 2 années qui sont aujourd'hui prévues pour participer justement à la mise en œuvre de ce schéma départemental. Enfin, le dernier point, et pas le moindre, c'est la demande de visibilité sur les dotations et financements de l'État. Donc c'est une demande très forte de la part des élus locaux. Et nous recommandons de stabiliser le cadre financier applicable aux communes nouvelles. Tout d'abord, en corrigeant les effets de bord qui sont toujours persistants. 2 exemples. La perte de la dotation de solidarité rurale pour les communes nouvelles qui, du fait de la fusion, ont dépassé le seuil de 10 000 habitants, mais qui peuvent être qualifiées de rurales, au sens de la grille INSEE par exemple. Lors de l'examen en première lecture du PLF 2022, j'avais déposé un amendement pour corriger le tir et éviter des pertes financières pour de nombreuses communes nouvelles en leur permettant de conserver l'éligibilité à la DSR, compte tenu de leur caractère rural, et cet amendement avait été adopté. La perte de la dotation nationale de péréquation, lorsque la commune nouvelle dispose d'un potentiel financier par habitant trop élevé du fait de l'augmentation de la population ou du rattachement à un EPCI plus riche. Donc l'AMF nous a indiqué que près de 20% des communes nouvelles, 20%, ont perdu leur éligibilité à la DNP, ce qui représente des pertes financières non négligeables pour les communes concernées. Donc ces effets de bord sont difficiles à appréhender en amont, du fait de la complexité du calcul des dotations. Et notre conviction, on en profite pour le dire, c'est qu'il faut engager une réflexion sur la refonte des modalités de calcul de nos dotations au-delà de notre sujet de communes nouvelles, si l'on veut vraiment garantir ce principe et cette visibilité.
Nos auditions nous ont confortés dans la nécessité de promouvoir aussi un accompagnement plus étroit des communes nouvelles par l'État lui-même, par le biais des dotations d'investissement comme la DETR et la DSIL, ou par ces services déconcentrés, par les agences de développement local comme l'ANCT, l'ADEME, le CRMA, s'agissant de l'ingénierie territoriale. Rappelons que les communes nouvelles réunissent souvent des petites communes qui disposent rarement de ressources, comme ça a été dit par Stéphane. Donc l'appui en ingénierie territoriale de la part des services de l'État est essentiel pour que ces communes puissent réussir leur phase d'amorçage, et nous recommandons ainsi qu'instruction soit donnée systématiquement chaque année au préfet de traiter avec une attention particulière les dossiers DETR, DSIL de la commune nouvelle, non pas pour faire un focus massif, mais vraiment pour avoir cette vigilance et cette attention, de façon à qu'elle ne soit pas pénalisée par rapport aux anciennes communes qui la composent et qui pouvaient, avant la fusion, chacune déposer une demande de DETR, et après le regroupement, si une seule demande pour toute la commune nouvelle seulement est possible, là aussi ça peut générer des écarts pénalisants. Et je veux terminer en évoquant le rôle de la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI, qui est souvent négligée. On a réfléchi un petit peu à la manière dont on pouvait mettre sur la table ce sujet de l'organisation territoriale dans nos territoires. Et cette CDCI doit être consultée pour le rattachement, bien sûr, de la commune nouvelle à un EPCI lorsqu'elle ne résulte pas de fusion, vous savez, de toutes les communes membres de l'EPCI. Mais nous estimons que la CDCI pourrait avoir une place plus importante dans la structuration du département, en lui donnant la faculté d'organiser un débat en début de mandat sur les perspectives d'évolution de l'organisation territoriale du département, sur la création de communes nouvelles, voire un autre à mi-mandat en fonction de ce qui nous semble le plus adapté. Mais voilà, de donner l'occasion, dans une instance à caractère départemental dont large, de pouvoir poser ce sujet. Si ça n'aboutit à rien, peu importe, mais vraiment de garder une possibilité d'évoquer ce sujet, et donc de permettre aux élus d'échanger tout simplement autour d'un projet de territoire commun et partagé. Donc voilà ce qu'on a évoqué. On a donc près de 15 recommandations, dont la première, vous l'avez compris, c'est de garantir la possibilité de garantir le niveau de dotation aux communes nouvelles, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déconvenue. On ne prône pas un bonus particulier qui inciterait financièrement les communes à se regrouper, mais le fait qu'elles ne perdent pas, tout simplement, qu'on assure cette visibilité, cette lisibilité dans le temps, par une garantie ad hoc, hors DGF, parce que sinon, ce sont les autres communes qui paient pour, vous savez bien, l'enveloppe normée de la DGF fait qu'on partage au sein même de l'enveloppe. Donc nous pensons qu'il faut sortir cette garantie de façon à ne pas générer de tensions entre communes nouvelles et communes historiques. Peut-être qu'on en arrête là et qu'on vous partage notre conclusion après, ou on le fait, monsieur, on file. Eh bien, je poursuis. Donc, chers collègues, on parle de révolution silencieuse qui est portée par les communes nouvelles, mais on est un peu au milieu du gué là sur le sujet. Alors que nos concitoyens manifestent leur défiance vis-à-vis du monde politique, la commune apparaît comme une forme d'organisation territoriale première et propice à la redynamisation du lien civique et à la préservation du service public également. Et si le mouvement de création s'est ralenti depuis quelques années, voilà, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est cette enveloppe de DGF qui ne baisse plus, fort heureusement, la refonte de la carte intercommunale qui est définie, c'est jamais définitif, mais en tout cas, on a une pause dans les évolutions, et du coup, il y a un moindre intérêt à se mobiliser vers ces regroupements. Et puis, nous vous proposons de lever des freins qu'on a passés en revue rapidement, qui peuvent dissuader les élus locaux. Et le premier, c'est ce frein financier que j'ai évoqué, donc je n'y reviens pas, j'essaie d'aller au plus vite. Et nous espérons que la discussion qui est sur le point de s'engager sur le PLF 2024
permettra d'intégrer des éléments de ce choc d'attractivité que nous appelons de nos voeux. Au-delà des différents mécanismes de soutien que nous proposons dans notre rapport, nous insistons sur l'urgence qui s'attache aussi à ce que l'État garantisse justement aux élus locaux cette visibilité en matière financière et les freins en matière d'effet de seuil, la loi SRU notamment. Je pense qu'il faut être clair, il ne s'agit pas d'extraire les communes nouvelles des obligations légales, mais d'en moduler l'application pendant une durée une période de transition réaliste, qui permette vraiment aux communes nouvelles d'atteindre les objectifs et particuliers. Enfin, c'est d'autant plus vrai qu'on est maintenant en plus concerné par l'objectif de zéro artificialisation. Donc construire des logements sociaux, ce n'est pas si simple. Sans action du législateur, nous craignons que le découragement finisse par l'emporter sur l'enthousiasme et qu'en définitive, la commune nouvelle ne s'éteigne progressivement à l'instar des fusions Marcellin. D'un point de vue plus général, les travaux de la mission ont renforcé une conviction personnelle, à savoir l'évidence de la singularité de cette forme d'organisation territoriale. Et comme l'a indiqué Philippe Chalopin, maire de Baugé en Anjou, lors des assises des communes nouvelles fin juin, eh bien, la commune nouvelle exerce des compétences qui la rapprochent d'un EPCI, tout en conservant le lien direct avec les habitants, consubstantiel à la vie démocratique locale. Or, c'est précisément parce que la commune nouvelle est considérée par la loi comme une simple commune qu'il est difficile de lui faire bénéficier d'un régime dérogatoire sans porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité entre les collectivités territoriales que j'évoquais tout à l'heure. Donc, nous avons pu identifier que les facilités accordées par la jurisprudence constitutionnelle sont insuffisantes et que en tout cas, ça mérite d'être approfondi. Donc, pourquoi pas, dès lors, franchir un pas supplémentaire, faisant reconnaître cette spécificité de la commune nouvelle. En tout cas, moi, j'y suis très attachée et j'espère qu'on pourra mener cette analyse approfondie de façon à traiter ce sujet du statut particulier ou du régime dérogatoire une bonne fois pour toutes, de façon à pouvoir se projeter. Toutes les pistes doivent être étudiées de mon point de vue, et puis je vais laisser tout simplement mon collègue poursuivre et conclure également. Mes chers collègues... Ah, pardon. Oui, mes chers collègues, donc 2,5 millions de nos concitoyens vivent aujourd'hui dans une des 800 communes nouvelles. En ce sens, la commune nouvelle a su, en 10 ans d'existence, trouver sa place dans nos territoires et prouver son utilité aux yeux des élus locaux et de nos citoyens. Je crois qu'il faut le dire, faut pas, si ça n'a pas aujourd'hui la dynamique que l'on pourrait souhaiter voir, en tout cas, on a de beaux exemples de réussite et je crois qu'il faut aussi le rappeler. Je souhaite en premier lieu revenir aux sources de la commune nouvelle. S'il n'existe pas de modèle unique de la commune nouvelle, on l'a exposé à plusieurs reprises, mais au contraire une grande hétérogénéité, il est important de rappeler que le mouvement de fusion de communes a pris naissance avec la volonté d'élus locaux de se rassembler au-delà de l'émiettement communal sur la base du volontariat, et c'est important d'insister là-dessus, à partir d'un projet librement partagé afin de dessiner ensemble les contours d'une ambition commune pour leur territoire. C'est avant tout un mouvement des petites communes unissant leurs forces en réponse aux enjeux multiples de leur territoire et aux attentes fortes des habitants, aménagement du territoire, développement économique, maintien des services publics, préservation du cadre de vie, vitalité du tissu associatif et de la démocratie locale. Si les logiques de mutualisation afin de réaliser des économies d'échelle ne sont pas absentes des projets de regroupement, il n'en demeure pas moins, et nous l'avons constaté tout au long de notre mission, que les regroupements de communes sont avant tout guidés par la volonté de préserver des liens de proximité, une identité de la commune historique, des services publics accessibles aux populations, notamment les plus fragiles. Je considère que c'est une bonne chose et qu'il est important de conserver à l'esprit cette conception originelle de la commune nouvelle. C'est d'ailleurs une condition sine qua non si nous voulons redonner un nouveau souffle au processus de création de communes nouvelles.
Les aides financières doivent être calibrées pour faciliter avant toute chose le regroupement des petites communes. Il est logique, normal et acceptable que la fusion de petites communes bénéficie d'un soutien spécifique concrétisé par un complément à la dotation d'amorçage. Les petites communes, ça a été dit à plusieurs reprises, ne disposant pas des mêmes moyens que les plus importantes. Je ne vais pas forcément redétailler la proposition qu'on vous a exposée tout à l'heure. Il me paraît tout aussi opportun que la capacité d'investir des communes nouvelles issues de la fusion de petites communes ne soit pas pénalisée, mais au contraire fasse l'objet d'un accompagnement clair et franc de la part de l'État, notamment via un accès facilité et complémentaire à la DETR et à la DSIL. Et les préfets doivent jouer le jeu, et nous avons une convergence totale sur cette vision des choses avec Stella Dupont. J'insiste sur le fait que le soutien financier aux communes nouvelles pendant la période d'amorçage ne doit pas se faire au détriment des autres communes. Et là aussi, nous insistons sur le fait que le pacte de stabilité ne pourra pas se financer au travers de l'enveloppe normée. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Alors sur la question des communes nouvelles, sont-elles des communes à part? Donc, pour ma part, les communes nouvelles ne sont pas une catégorie de collectivités différentes des autres communes. Une fois terminée la période de transition dite d'amorçage pendant laquelle elles bénéficient de régimes dérogatoires et des différentes exonérations, pour moi, la commune nouvelle a vocation à être considérée et à terme devenir une commune ordinaire. Ce qui n'empêche pas de tenir compte de la particularité de ces communes nouvelles. C'est souvent évoqué dans les échanges que nous avons eus avec Stella, c'est que lorsque vous avez par regroupement de 10 communes, par exemple 10 clochers à entretenir, c'est différent d'une commune de même strate de population qui n'en a qu'un. Évidemment, ces choses-là doivent pouvoir être prises en compte, mais plus au travers, de mon point de vue, de la différenciation et des accompagnements financiers, de la manière dont on peut les orienter vers. Mais pour autant, de mon point de vue, il ne faut pas venir complexifier le millefeuille territorial en faisant une catégorie à part. Au-delà de ce désaccord, nos préconisations sont toutes les mêmes, partagées, et je salue à nouveau ce travail vraiment de collaboration que nous avons eu, et nous avons su trouver des points d'équilibre dans toutes les propositions que nous faisons aujourd'hui. Elles nous semblent être raisonnables, et je crois qu'il serait opportun qu'elles trouvent leur traduction effectivement dès le PLF de 2024. Et si vous validez ce rapport, que nous poursuivions ce travail dans la recherche de la traduction dans les travaux à venir, bien évidemment, pour que tout cela puisse se concrétiser. Merci beaucoup, madame et monsieur le rapporteur. Quelques remarques ou questionnements pour lancer un peu le débat. D'abord, et c'est normal, vous avez beaucoup concentré votre analyse sur les recommandations et sur la manière de redynamiser ce processus qui est un petit peu enlisé aujourd'hui, même s'il reste quelques initiatives ici et là, vous l'avez dit, 8 ou 9 par an en moyenne ces dernières années. Quelques remarques, d'abord sur le caractère informatif de votre rapport. On apprend beaucoup de choses dans votre rapport. Par exemple, que même s'il est difficile de trouver des facteurs explicatifs de l'essor qui a suivi la loi de 2015, il y a quand même des faits qui se distinguent. C'est, par exemple, cette forte concentration dans quelques départements. Les 5 départements normands, enfin 4 départements normands sur 5 sont dans les départements qui ont créé le plus de communes nouvelles. Et en réalité, je vous propose ce facteur explicatif. Quand on regarde les endroits où le fait intercommunal s'était imposé de façon précoce, on se rend compte que ça recouvre relativement bien cette réalité. La France de l'Ouest, effectivement, le nord de l'ancienne région Auvergne, enfin de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, le nord de l'ancienne région Rhône-Alpes, c'est des régions dans lesquelles le fait intercommunal s'est imposé de façon très précoce. Et à l'inverse, je pense notamment à la communauté urbaine de Cherbourg, qui a été une des premières communautés urbaines de France créées. Et à l'inverse, là où le fait intercommunal était historiquement faible, on se rend compte qu'il y a eu peu de communes nouvelles. Ça, en tout cas, c'est ce que je voyais en termes de carte. C'est ce qui me paraissait assez recoupé. Et donc,
vous le dites en creux, hein, les habitudes de coopération. Vous évoquez les coopérations en milieu rural et même agricole, mais les habitudes de coopération entre communes précoces, si on remontait plus loin, les syndicats de communes qui sont permis depuis la Troisième République, probablement qu'on verrait que ce phénomène qui paraît très récent vient d'une histoire assez longue de pratiques et de construction de projets ensemble. Vous dites aussi, et c'est intéressant, y compris dans ce que vous disiez, monsieur le rapporteur Stéphane Delautrette, que assez peu de petites communes, en réalité, ont fusionné, beaucoup moins probablement que ce que le législateur espérait au moment où la loi a été votée, et que finalement, ça concerne à peu près un quart des fusions, les communes les plus petites, mais ça n'est pas majoritairement le modèle qui s'est dégagé. Et il y a probablement des interrogations à avoir à ce sujet. On voit bien comment ici et là, on pouvait imaginer que les communes de moins de 100 habitants ou de moins de 200 habitants allaient se lancer massivement dans ce processus. Ça n'a pas été le cas, c'est un fait. Et y compris pour les communes qu'on pourrait qualifier de petites, de moins de 1000, c'est souvent les communes de la strate de 500 à 1000 qui sont concernées quand on regarde bien, et pas les plus petites. Et donc, ça fait partie des considérations que vous avez faites. Et puis, quand même, un point peut-être ou alors j'ai lu inattentivement votre rapport, et c'est possible. Vous n'évoquez pas les différents modèles de communes nouvelles, parce qu'évidemment, en fonction du nombre d'anciennes communes qui ont fusionné, ça change complètement la configuration. Quand vous êtes à une fusion à deux, on est dans quelque chose qui a l'air classique et simple. Quand vous êtes, comme dans votre département, la rapporteure en Maine-et-Loire, avec des fusions à 6 ou 7, forcément, c'est là. Et peut-être que finalement, votre désaccord, en tout cas la nuance de point de vue que vous avez exprimée, elle est liée à cela, c'est que vous avez des modèles différents en référentiel. Effectivement, quand on crée une commune nouvelle à partir de 2 ou 3 communes, et quand on crée à partir de 6 ou 7, on a un objet vraiment neuf dans le 6, 7 ou 10, et peut-être un peu moins quand on crée une commune nouvelle à 2. Voilà, ça sont peut-être quelques remarques. Bon, évidemment, dans ce que vous avez dit, il y a des choses qui ne sont pas propres aux communes nouvelles. Je pense à la demande de visibilité sur les dotations ou de refonte des calculs de dotation. C'est vrai qu'ils sont devenus d'une très grande complexité et une certaine illisibilité pour beaucoup d'élus, et quand même quelque chose qu'on entend sur le terrain. Et puis je note, même si ça peut apparaître à certains comme anecdotique, que la proposition que vous faites, enfin je note avec intérêt, disons, la proposition que vous faites d'un débat en début de mandature à la commission départementale de coopération intercommunale. Moi, j'ai toujours été convaincu que c'était une échelle assez intéressante pour discuter de certains sujets, et même de cartographie et de priorisation, et notamment dans les discussions sur la loi sur l'accélération des ENR. Je pense qu'on aurait pu mobiliser un peu plus les CDCI qu'on ne l'a fait, au lieu d'avoir cette idée des conférences régionales. Mais ça, c'est chacun sa vision. Je terminerai en disant une chose. Je pense que ce qui est intéressant dans ce modèle de la commune nouvelle, et vous le mettez bien en avant, c'est que finalement, c'est une manière de réinjecter de l'innovation territoriale dans la forme qui apparaît de prime abord comme la moins innovante, la plus classique et la plus spontanément identifiée par les citoyens. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut la regarder, et qu'il faut regarder l'intérêt pour l'État de lancer parce qu'il faut toujours se demander pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et pourquoi on fait les choses. Et c'est vrai qu'au moment, en 2010, au moment où la loi est votée avec Michel Mercier, ministre à l'époque, je dis ça devant une élue du Rhône, eh bien, il y a cette idée de rationaliser l'organisation territoriale du pays sans brusquer les tissus de communes. La réalité, c'est que la relance, si on la mène, je pense qu'il faut l'initier avec une autre logique qui est celle de l'innovation territoriale. Voilà. Quelques remarques pour lancer le débat. Et on peut tout de suite, beaucoup plus que sur la logique de rationalisation qui est toujours incertaine. Et puis, malgré tout, une remarque, c'est qu'on a vécu, et c'est plus pour taquiner monsieur le rapporteur Stéphane Delautrette, on a vécu un moment pour les collectivités qui était très singulier entre 2014 et 2017. Il faut se rappeler tout ça. C'est un temps, et moi je me souviens, j'étais maire à l'époque, donc j'ai vécu toi aussi. Voilà, on a vécu ça. Et il s'est passé quelque chose de très particulier, puisqu'il y a eu la loi NOTRe, qui a quand même profondément réformé notre pays, et sur laquelle on vit encore aujourd'hui,
Il y a eu des réductions très puissantes de la DGF, notamment sur les exercices budgétaires 2015-2016. C'était extrêmement prononcé et c'était du jamais vu, et ça s'est pas revu après. Je crois qu'il faut le dire. Il y a eu la création des grandes régions dans la même période. Alors, ça concerne moins certaines régions, mais en tout cas pour monsieur le rapporteur et pour moi, ça a modifié beaucoup de choses. Et puis, il y a eu la loi sur les communes nouvelles. Et moi, je partage avec vous un sentiment. C'était, nonobstant cette période très difficile pour les communes, c'était un moment où on sentait que beaucoup de choses étaient sur la table dans la répartition des compétences et pouvaient bouger. Et puis finalement, c'est peut-être quelque chose qu'il faut relancer sous l'angle de l'innovation territoriale, ce moment de possibilité. Et la commune nouvelle, effectivement, c'est une façon de réinjecter de l'innovation dans une formule auquel les Français sont très attachés, une forme juridique et politique. Voilà, j'arrête là cette introduction déjà trop longue, ce début de débat. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je crois qu'il y en a, pour commencer, de Madame Bruniera. Ça tombe bien, je parlais du Rhône. Madame la députée, vous avez la parole. Et des régions impactées par la loi NOTRe. Oui. Merci. Oui. Merci, chers collègues, pour ce travail. Merci pour ce rapport et pour votre présentation très claire. J'ai noté cette formule que vraiment je trouve très parlante et très intéressante, que la commune nouvelle est une forme de coopération volontaire des communes dans la proximité. Je vous interrogerai quand même sur le sujet de la proximité, ayant pu discuter avec des communes nouvelles et notamment les maires des communes fusionnées, sur le sentiment d'appartenance, sur l'identité, même au bout d'un mandat, dans le deuxième mandat, ça fait encore beaucoup parler. C'est un sujet qui je trouve est intéressant. Alors, ma première question, c'est faut-il l'encourager? Parce que dans vos propos, je l'entends à moitié. En fait, j'entends qu'il faut lever les freins pour ne pas la décourager, qu'il faut aider les communes nouvelles qui ont fusionné, bien sûr, et vous en avez parlé, sur les différents moyens financiers pour les aider, la dérogation qui pourrait être prolongée. Je partage votre point de vue, mais faut-il l'encourager? Parce que ma deuxième question qui vient avec et qui, bien sûr, fait le lien avec la mission sur l'intercommunalité que nous venons de lancer, c'est faut-il encourager la commune nouvelle ou faut-il encourager l'intercommunalité? L'intercommunalité, elle a été forcée. Elle s'est faite de facto, elle bouge encore et on va réfléchir à comment aussi l'améliorer, enlever les freins ou enlever les irritants. Et donc, j'aimerais bien vous entendre sur ce point. Et du coup, j'avais une question sur l'articulation entre communes nouvelles et intercommunalité. Alors celle-là, je l'avais rédigée, donc je vous la lis. La loi de 2010 a prévu de mettre fin à ce qu'on appelait les communes isolées. Donc c'est donc l'obligation faite aux communes d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale. Et il est vrai que dans un premier temps, il y a des communes nouvelles les communes nouvelles ne dérogeaient pas à cette obligation, de telle sorte qu'une intercommunalité se transformait que si une intercommunalité se transformait en commune nouvelle, la commune nouvelle ainsi créée devait adhérer à une autre intercommunalité. Je voulais savoir si vous aviez abordé ce sujet lors de vos auditions. En 2019, la loi Gatel a mis fin à cette situation en créant les communes-communautés, qui sont encore un peu récentes. Avez-vous pu mesurer les effets de cette loi Gatel dans la dynamique de création des communes nouvelles? Est-ce qu'elle a, de votre point de vue, permis de lever des freins au sein de certaines intercommunalités? Je vous remercie, chers collègues. Merci. Puis on prend tout de suite la question de Catherine Couturier. Ensuite, on fera une deuxième passe avec Patricia Lemoine et Didier Legac. Chers collègues, vous avez la parole, Madame la députée de la Creuse. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce rapport. Alors, je le dis clairement, je l'ai parcouru, on va dire, un peu en diagonale parce que malheureusement, les délais pour pouvoir bien l'assimiler ont été un petit peu restreints. Néanmoins, votre présentation nous éclaire sur justement le contenu de ce rapport. Et bon, je ne vais pas, moi, revenir sur l'ensemble des points que vous avez soulevés, mais je vais me concentrer sur un seul. C'est la place du citoyen aujourd'hui dans justement toutes ces questions qui touchent à l'évolution, que
que ce soit de l'intercommunalité, des communes nouvelles, des grandes régions. Voilà, c'est donc la question de la citoyenneté, comment on prend en compte l'avis des populations, parce que bon, vous n'êtes pas sans ignorer que parmi des projets actuels, il y a des accords parfois d'une commune à une autre en termes de population qui s'y opposent. Parce que effectivement, les élus peuvent avoir le projet de fusion parfois, mais se tournent pas toujours vers les populations pour demander l'avis, parce que il y a quand même aujourd'hui un constat qui est fait aussi au regard de l'intercommunalité, c'est l'éloignement du pouvoir de décision par rapport aux citoyens, et aussi le fait que les citoyens ne se retrouvent plus sur qui fait quoi, qui a la charge de quoi, quand ils sont face à une problématique. Et donc, j'entends la proposition que vous faites du rôle de la CDCI, mais il me semble que on ne peut pas se couper aussi quand même de la vie des populations concernées sur les territoires. Je pense notamment à un élément, c'est que les élus municipaux sont élus sur un programme. Et bien souvent, ces projets de rattachement, de fusion, se font parfois sans qu'ils ne soient annoncés au moment des élections, et ce qui crée forcément, après, qui limite la dynamique qui peut parfois être pertinente. Moi, j'ai regardé, parce que bon, je n'avais plus très bien en tête le nombre dans ma... Alors, je pense qu'il y a une différence aussi entre le monde rural et le monde urbain, où la réalité, la proximité, la concentration des populations et le dimensionnement des communes et des services n'a pas la même approche dans cette question parfois de regroupement. En milieu rural, le département de la Creuse, c'est 256 communes. La moyenne de la population, c'est 20 habitants au kilomètre carré. La plus grande ville, c'est 12 500. Vous voyez bien qu'on est sur un territoire avec des toutes petites communes. Et je regardais, il y a eu 4 créations de communes nouvelles en 2016, 2017 et 2 en 2019. Mais la plus grande, Saint-Étienne-de-Fursac et Saint-Pierre-de-Fursac, je pense que Stéphane connaît, ça s'est fait, je dirais, un peu naturellement, parce que les deux bourgs étaient côte-côte. Et là, il n'y a pas eu de difficulté en soi vis-à-vis de la population, parce qu'ils avaient déjà l'impression d'appartenir à la même lieu de vie. Par contre, quand on est sur des communes parfois un peu plus éloignées, je prends Saint-Dizier-Mabaro, fusion de Saint-Dizier et de Mabaro, où là on est sur 1131 habitants. Saint-Étienne-de-Fursac, ça fait 1400 maintenant. Mais les communes étaient plus éloignées. Et là, on sent que c'est plus compliqué à faire vivre, et par les populations, et aussi dans le fonctionnement après des conseils municipaux, même s'il reste des délégués communaux. Voilà, donc je pense que cette question, aujourd'hui, on ne peut pas passer sans l'avis du citoyen à ces réorganisations qui sont, à mon sens, fondamentales. On l'a vu, la période Covid, on a vu l'importance du rôle des communes et la proximité, justement, des élus et des services dans ces moments hyper importants. Je ne reviendrai pas sur les raisons, les craintes. Vous avez signifié la question de la perte d'identité, la perte de maîtrise des projets. On sent bien que c'est ces sujets-là qui ont freiné, et aussi, vous l'avez signifié, la question du grand point d'interrogation des moyens et des dotations et des recettes, quelles qu'elles soient, puisque
la perte des recettes qui aujourd'hui est le nerf de la guerre du fonctionnement de nos collectivités et qui, avec déjà ce qui est prévu, n'est pas très encourageant à l'avenir. Et puis bon, un dernier mot, je suis d'accord, discussion sur le PLF, à condition qu'on aille jusqu'au bout de la discussion. On va peut-être, si les deux rapporteurs sont d'accord, on va prendre tout de suite les questions des collègues. Patricia Lemoine et ensuite Didier Legac. Patricia. Oui, mais merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter les deux rapporteurs pour la qualité du rapport qu'ils nous ont présenté, qui est à la fois pertinent dans le diagnostic, qui est celui, je crois, que nous pouvons tous faire dans nos circonscriptions, dans nos départements, et puis vous posez bien les enjeux de la commune nouvelle à un moment où, pour les élus, les problématiques de charge de fonctionnement qui explosent peuvent les amener à s'interroger sur une nouvelle organisation territoriale. Vous faites un certain nombre de recommandations, près d'une quinzaine, et très honnêtement, je me retrouve beaucoup dans les propositions et dans les recommandations que vous faites, qui, à mon sens, sont de nature à permettre à un certain nombre d'élus de passer le cap et d'oser la commune nouvelle. Je crois qu'entre 2012 et 2017, le gouvernement qui était en responsabilité s'est trompé au travers des lois MAPTAM et des lois NOTRe. En commençant la rationalisation de la carte intercommunale, on aurait dû plutôt travailler à encourager ce qui avait été mis en place dans le cadre de la loi RCT, c'est-à-dire encourager la commune nouvelle sur la base du volontariat, car je crois que la clé du succès, c'est vraiment sur la base du volontariat qu'il faut que les élus s'interrogent sur l'opportunité ou non de se constituer en commune nouvelle. Et une fois que cette étape aurait été franchie, on pouvait travailler à une rationalisation de la carte intercommunale, là aussi sur la base du volontariat. Ça nous aurait évité beaucoup d'écueils et beaucoup de difficultés que nous rencontrons avec des intercommunalités XXL, faites vraiment souvent dans la conflictualité, et que voilà. Alors c'est ainsi, c'est pas parce que ça s'est passé de cette façon-là qu'il faut s'arrêter sur la commune nouvelle. Moi je pense que la délégation collectivité territoriale, elle a un très beau sujet dont elle doit s'emparer pour faire en sorte que nous puissions amener les maires. A priori, d'après les auditions que vous avez menées, vous dites que vous sentez qu'il y a de l'attente et qu'ils attendent qu'on, finalement, on leur propose sans doute quelques propositions qui leur permettent de lever les freins. Et ben, je pense que c'est vraiment un travail sur lequel nous devons nous attacher. Le PLF 2024 doit être l'occasion d'apporter notre contribution. Et moi, je trouve qu'on a un beau challenge. Je pense que les recommandations 1 et 2 sont tout à fait intéressantes, notamment pour les petites communes. J'ai un peu tiqué sur la recommandation numéro 5, sur le fait d'avoir un adjoint territorial au lieu du maire délégué. J'aimerais que vous puissiez préciser ce qui vous amène à faire cette proposition. Et puis, sur la recommandation numéro 13, où il y a une petite différence entre le rapporteur et la rapporteure, j'aimerais là aussi que vous puissiez préciser pourquoi un statut particulier. Parce que j'ai la chance dans ma circonscription d'avoir 2 communes qui ont fusionné, 2 petites communes en 2019, chacune aux alentours de 1000-1200 habitants, qui se sont constituées en communes nouvelles. Alors on est bien là dans la strate seulement 2 communes, et très honnêtement, je pense qu'elles vivraient mal d'avoir un statut particulier. Alors j'entends qu'il puisse y avoir d'autres sujets, comme par exemple, je pense à Jean-Luc Rigaud, qui était venu nous exposer au sein de la délégation aux collectivités territoriales ce qu'ils avaient mis en place autour d'Annecy, où on avait plusieurs EPCI qui s'étaient constitués en communes nouvelles pour constituer une communauté d'agglos. Et là, je peux entendre qu'il y ait éventuellement un statut particulier, mais j'aimerais que vous puissiez préciser ces 2 points. Mais en tout cas,
bravo pour ce rapport et je crois qu'on a tous des contributions à apporter pour essayer de faire bouger les lignes et amener nos communes à s'engager dans cette voie, car je pense qu'à un moment où la dépense publique doit être aussi maîtrisée, c'est sans doute une voie, mais qui doit se faire sur la base du volontariat. Merci. Et puis Didier Legac, monsieur le député du Finistère, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être très rapide parce qu'après, il faut que je sois à 15h pile dans l'hémicycle et il faut que j'aille chercher mes affaires dans mon bureau. Voilà, vous savez tout. Non, moi, comme ma collègue et puis les autres orateurs, merci aux deux co-rapporteurs. Merci, Président, aussi d'avoir organisé cette discussion. Il faut qu'on la porte, effectivement, auprès de... Je crois que si la délégation pouvait prendre une motion, en tous les cas, pouvait affirmer sa volonté de porter cette idée de poursuivre le développement des communes nouvelles auprès du ministère, ce serait une bonne chose. Moi, je ne comprends pas le désintérêt, l'échec, il faut le dire comme c'est. Hein. Vous avez rappelé les chiffres, donc merci de l'avoir fait. 9 en 2022, 8 en 2023. Je ne comprends pas, parce que pour moi, les communes nouvelles, c'est quand même une réponse, un moyen, une solution de maintenir les services publics. Maintenir les services publics là où c'est possible. Je ne comprends pas non plus que ce ne sont pas les plus petites communes qui s'en sont emparées. Vous avez cité à juste titre des départements, l'Aisne, la Somme, où il y a des communes encore de 15 habitants, 20 habitants, 30 habitants. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une commune de 15-20 habitants et qu'à contrario, les départements qui s'en sont saisis, ce n'est pas ceux où il y a une densité la plus faible. Donc je ne comprends pas. Il faut qu'on encourage. Donc il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Vous faites des propositions, elles sont très pertinentes. Ce choc d'attractivité, c'est très intéressant. Il faut le reprendre à notre compte. Vous faites des propositions, 6 ans au lieu de 3. Bien évidemment, relever significativement les dotations et surtout relever aussi les dépenses d'investissement. Il faut que des communes, s'ils ont envie de se mettre ensemble, de se marier, de créer une commune nouvelle, il faut qu'elles aient bien évidemment, au bout du compte, une espérance de pouvoir investir pour leur commune, puisque c'est ça qui compte, investir pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Je suis assez d'accord avec ma collègue Couturier sur cette idée. Peut-être que c'est une des raisons du désaveu, pourquoi effectivement les populations... Je pense que dans le processus de création d'une commune nouvelle, le processus comment dire, de consultation citoyenne n'est pas assez clair. Il n'est pas obligatoire. Et donc, effectivement, je pense que les maires n'ont pas reçu de mandat, parce que d'abord, il n'y a pas un maire qui va aller en campagne en disant votez pour moi et on va faire disparaître la commune. Et donc, et après, une fois qu'ils sont élus, ils n'osent pas le faire parce qu'ils n'ont pas reçu de mandat clair de leurs habitants. Ils ont peur après du retour. Voilà. Et enfin, un dernier point, mais parce que je n'ai pas lu votre rapport non plus, aucun diagonale, et il aurait peut-être été intéressant d'avoir un bilan de ceux qui ont fusionné sur le thème. Alors, si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait? Vous voyez, pour donner envie. Je ne sais pas si vous l'avez fait, d'avoir sondé les équipes municipales qui l'ont fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Il faut qu'on poursuive, Monsieur le Président. Juste remarque, Monsieur le député, chers collègues, la remarque des rapporteurs, c'était plus sur la taille de la commune, des communes qui ont fusionné. Donc, il y en a très peu, effectivement, qui ont moins de 1000 et très peu moins de 500 dans les fusions. En revanche, dans les départements qui ont des densités faibles, il arrive qu'il y ait un nombre de communes nouvelles assez élevé. Je regardais avec monsieur l'administrateur le département de la Charente, la Dordogne, la Corrèze, le Lot, le Cantal, l'Aveyron et la Lozère sont des départements où il y a eu pas mal de cas de communes nouvelles. Donc la Lozère étant le département le moins peuplé de France, comme chacun le sait. Je vous donne la parole pour répondre. Il faut qu'on écoute les réponses, Madame Couturier, les rapporteurs, parce que moi je lève la séance dans 6 minutes. Alors que 3 minutes, alors là, c'est très difficile là d'aller vite parce que vous avez dit plein de choses. D'abord, merci de votre intérêt pour ce sujet. C'est vrai que les communes nouvelles sont très diverses et l'organisation de quelques communes qui se regroupent n'a rien à voir avec l'organisation, par exemple, territoriale du Maine-et-Loire, où ce sont les anciennes communautés de communes qui se sont constituées en communes nouvelles. Donc, ce sont des communes nouvelles qui regroupent une dizaine de communes à chaque fois, qui peuvent faire 15 000 jusqu'à 25 000 habitants, tout ça en zone rurale, qui ont constitué une communauté d'agglomération rurale, la seule de France, qui permet d'avoir 120 000 habitants. Ça fait
ça fait pas la moitié du département, ça fait plus du tiers du département, j'en passe. Mais donc forcément, on ne parle pas du même endroit, hein. La focale est pas la même. Et c'est pour ces territoires-là où la question du statut particulier mérite de se poser. Je ne dis pas qu'il faut que c'est ça la solution et que c'est ce qu'il faut. Mais regardons, affinons, regardons plus loin, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que le président disait. Ces regroupements, tous, je pense, sont vecteurs d'innovation territoriale, d'organisation territoriale et de services publics renforcés, parce qu'entre une petite commune qui reste seule et qui est en difficulté, et des petites communes qui se regroupent et qui réussissent à structurer, à tenir, entre guillemets, un service public, quand bien même il n'est pas ici, mais il est là. Enfin bref, je pense que c'est une perspective positive et que on doit vraiment lever ses freins pour que cet outil-là, on aille plus loin sur cet outil-là, qu'on l'essaie sur une période plus longue, sur un nombre de territoires plus important, avec un volet d'implication citoyenne. Bien entendu, c'est vrai que pour les communes qui se sont constituées dans les 2015-2016, là, il y avait une échéance butoir liée à la date... la carte intercommunale et au risque de perdre des dotations si on ne faisait pas avant telle date. Enfin, je ne sais plus quel était le calendrier. Donc, certains élus ont, à juste titre, considéré qu'il fallait y aller. Mais aujourd'hui, les projets se font avec les citoyens. Enfin, ce qu'on a rencontré, hein, c'est au cœur de toutes les discussions des projets en cours. Donc, nous, on n'est pas là pour... On n'a pas une proposition pour dire il faut imposer telle et telle forme de discussion, etc. Nous, on laisse vraiment la main aux maires et on n'imagine pas que dans le contexte du moment, des maires s'engagent tout seuls sans en parler à personne. Enfin, non, il y a trop de chemin a été fait. Donc maintenant, faisons-leur confiance sur l'organisation. J'aurais envie de vous dire plein de choses, mais je vais laisser la main à Stéphane, sinon on ne va pas y arriver. Merci. Ah, pardon. Merci Stella. Je vais essayer de ne pas redire ce qu'a dit Stella, peut-être revenir sur certains points. Pourquoi les toutes petites communes n'ont pas eu la dynamique de rapprochement entre elles? Alors peut-être pour deux raisons hein, qu'on fait ressortir peut-être pas suffisamment dans le rapport. C'est pour beaucoup la peur de l'effacement. C'est-à-dire que s'il y a des communes dans lesquelles vraiment l'attachement à cette échelle communale du fait que ce sont souvent les élus qui font tout, dépourvus de personnel qui finalement sont à la fois élus et assurent mais tout du fonctionnement de la commune. Il y a un très très fort attachement à la commune, il y a cette peur de l'effacement et quelquefois même la peur de la concentration, c'est-à-dire que le fait de se rapprocher avec d'autres, qu'il y ait ce phénomène de concentration sur éventuellement une commune centre ou de taille un petit peu plus importante. Ça, ce sont des freins qu'on a cherché à lever justement. Vous évoquiez la question de pourquoi cette idée de l'adjoint territorial. Enfin, notre idée de l'adjoint territorial, c'est de faire en sorte que les communes qui ont fusionné, qu'on s'assure de la représentation de chacune d'entre elles à l'échelle de la nouvelle commune si l'application des règles de représentation et du nombre d'adjoints possibles ne le permettent pas. Et ça, il faut qu'on trouve une solution pour qu'il y ait au moins cette possibilité, comme sur les intercos, on a pu faire en sorte qu'une petite commune dispose d'au moins un représentant. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Voilà le sens de ce que l'on a cherché à faire avec l'idée de l'adjoint territorial. On ne sait pas si c'est la bonne réponse. C'est probablement une piste à creuser pour voir quelle est la bonne formule. Est-ce que l'idée d'avoir un maire délégué qui continue... Alors, la question du maire délégué, elle a beaucoup été évoquée pendant les auditions, où quelquefois il y a confusion dans les rôles. Et justement, cette notion de maire délégué, on a un peu le maire qui veut faire à la place du maire dans ce qui peut être devenu le village de... Alors, voilà, c'est pour ça qu'il faut... Alors, je ne sais pas si ce que l'on propose, c'est le plus opérationnel. En tout cas, ça mérite d'avoir une proposition avec ce lien territorial et à voir comment il pourrait se mettre en œuvre avec cette mécanique de dérogation par rapport au seuil, etc. Pardon, Président. Juste pour dire, bon, d'abord, les maires délégués, il y en avait avant la loi Pélissard, bien sûr, dans les fusions issues de 1971. Et donc, pour ne frustrer personne,
parce que c'est pas mon état d'esprit, parce que je dois aller en commission, je vais proposer que Madame la vice-présidente Stella Dupont, qui change du coup de casquette un petit peu, puisse prendre la présidence de la séance pour les minutes qui restent et pour que l'ensemble des questions puissent trouver une réponse d'ici 5-10 minutes. Voilà. Merci, Oui, Président. on doit tous aller en séance, Mais on mais va la faire- question je de vais la faire vite. communauté Oui. quand même, Alors, qui était posée, mais tu voulais... Oui. Je voulais en parler un petit peu, hein. C'est vrai qu'on a peu développé la communauté comme étant aussi un des outils en réponse éventuellement à certaines situations. J'allais dire que peut-être qu'à l'époque, si cet outil avait existé dans le Maine-et-Loire, peut-être que ça aurait été utilisé. Mais ça peut être en tout cas un outil. Et sur cette question que tu soulevais très exactement de communes nouvelles avec cette obligation de rattachement à un EPCI, peut-être que la commune-communauté peut être une réponse, en tout cas pour certains territoires. Ce sur quoi je veux vraiment insister, à la question de faut-il encourager, créer... Nous, ce qu'on a cherché à faire au travers de cette mission, c'est vraiment d'identifier ce qui constituait un frein à l'engagement éventuel de certains élus dans ces processus, partant de l'idée que ça doit rester des processus volontaires, hein, et que, en tout cas, il nous faut, nous, législateurs, trouver ce qui freine cela. Donc moi, j'ai envie de dire, pas question d'aller vers l'obligation. Après, le mot d'incitation, je n'aime pas. C'est juste dire, en levant ces freins-là, est-ce que ça répond à votre problématique de territoire? Si ça y répond et si vous pensez, vous, élus, que c'est intéressant pour votre territoire, nous, on cherche à lever les freins et vous faciliter ce passage à l'acte. Je crois que c'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Sur la question de la population, tous les maires auditionnés de communes nouvelles ou ceux qui avaient ces projets de rapprochement ont bien mis en évidence que l'association de la population dans tout le processus était indispensable. Nous, on n'a pas souhaité dans nos recommandations en faire une obligation parce qu'on considère que c'est à la main des élus. S'ils souhaitent organiser un référendum à l'échelle de leur commune, ils peuvent le faire. S'ils veulent vraiment consulter sur la prise de décision, s'ils ne veulent le faire que dans le processus d'élaboration du projet, ils peuvent le faire. Donc nous, il nous semble que ce n'est pas à nous de décider à leur place de ce qui est le plus juste, parce qu'on ne s'ingère pas là dans l'initiative communale. Pour autant, on met en évidence que l'association de la population dans le processus est un facteur de réussite. Et pour juste finir, un point important, c'est vraiment le temps consacré à l'élaboration du projet et du pacte territorial avant le rapprochement. Si on veut lever les freins de la frustration, certains ont pu exprimer qu'après la formation de la commune nouvelle, certains n'y trouvaient pas leur compte. C'est peut-être parce qu'en amont, ils n'ont pas suffisamment clairement posé le projet. Voilà, l'étude d'impact, le projet du territoire, l'accompagnement dans la définition du projet. On fait des préconisations en ce sens et vraiment on insiste sur cet aspect-là des choses parce que les quelques cas de diffusion, ils sont liés justement au fait que peut-être le processus n'avait pas suffisamment été mûri en amont, anticipé, les règles du jeu suffisamment clairement posées, ce qui fait que ça a créé, entre guillemets, du rififi entre les élus qui, pour certains, alors peu nombreux, veulent défusionner. Donc voilà, cet écueil-là, on peut l'éviter en insistant sur l'importance de la définition du projet en amont. Oui, moi Ah, pardon. Je partage ce qu'indique Stéphane de Lautrette à l'instant sur ce sujet projet de territoire. Sur la communauté, on n'est pas tout à fait aligné, mais on n'a pas travaillé le fond du sujet. Oui. Une communauté, pour moi, dans la plupart des cas, ne permet pas d'avoir la surface suffisante pour mener les grandes compétences d'aujourd'hui de l'intercommunalité. Les mobilités, c'est un bon exemple. C'est quand même massif comme enjeu. Comment ? Et donc, l'interco doit avoir une taille suffisante. Et cette communauté, si elle est faite dans une logique de contournement
d'une intercommunalité plus grande, je ne suis pas sûre que ce soit une opportunité. Mais je n'ai pas d'avis complètement verrouillé. Je crois que c'est l'intercommunalité de Noirmoutier, insulaire, etc. Ben là, ça a du sens, que voilà, la communauté, puisque en termes territorial, ça a du sens. Mais au-delà, moi, je suis un peu réservée sur cette notion de communauté. Et pour répondre aussi pleinement aux enjeux du projet de territoire et d'implication citoyenne, parce que pour faire tout ça, il faut aussi des moyens. Et donc, le fonds d'amorçage, on a une recommandation pour l'augmenter sensiblement, de façon à ce que petit ou plus grand, eh bien, il y ait aussi la capacité à être accompagné pour conduire ce travail de fond qui est essentiel. Ce sont les fondations vraiment de la commune de demain, et il faut s'y investir pleinement pour réussir cette commune nouvelle. Oui, Madame. Oui, non, l'ancienne fonctionnaire territoriale oubliait la question des personnels. Mes anciens collègues m'en voudraient. Et bien évidemment, je ne veux pas revenir sur les conséquences de l'intercommunalité forcée et des drames que ça a amené comme mal-être dans les personnels à période de l'intercommunalité. Il faut aussi, je pense que dans ces choix qui sont validés par les élus et par les citoyens, il faut aussi la question de la prise en compte des conséquences sur l'organisation des services et des personnels. Sinon, on crée encore plus de mal-être et on dégrade quelque part aussi la question du service public de proximité. Parce que parfois, on peut avoir des regroupements, mais sans remettre en cause les présences physiques des personnels en termes de proximité. Parce qu'en ruralité, si on déplace les personnels et qu'on les regroupe, on voit très bien les conséquences justement que ça peut avoir sur le service. Hein, on l'a vu avec... moi j'ai été élu dans les Yvelines avec la plus grosse communauté urbaine à 400 000 habitants, ou les petites communes rurales du secteur du Vexin, par exemple, hein, puisque c'était sur cette communauté qui allait de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'au bout des Yvelines. Eh bien, en matière de voirie, par exemple, et d'entretien de voirie, c'était une catastrophe, parce que les communes avaient l'impression d'être complètement abandonnées. Je prends cet exemple-là, hein, mais c'était mal vécu par les personnels et mal vécu par les citoyens. C'est vrai qu'on évoque ce sujet du personnel dans le rapport, puisque, oui, très peu, et les maires nous en ont parlé hein, dans leur... et parfois dans les sujets qui n'ont pas été suffisamment appréhendés en amont aussi. Hein. Ce sont des grands changements pour les équipes, donc dans le travail initial, le socle, on a ce trinôme effectivement, hein, des élus bien sûr, des citoyens bien entendu, mais des équipes également. Et le travail doit se faire conjointement. L'accompagnement, la formation, il y a vraiment l'amorçage doit permettre de faire ce travail de fond. Sinon, on a un risque soit du côté des élus où ça clash, du côté des personnels où il y a ce mal-être, cette démobilisation, ces départs éventuels, hein, ça peut arriver, et du côté des citoyens, là, le grand fossé qui peut se creuser quand les choses ne sont pas bien faites. Donc vraiment, l'amorçage, sortir l'amorçage de la DGF, de se donner les moyens voilà, d'agir et d'être accompagné, c'est la meilleure sécurité qu'on peut assurer pour ces territoires demain. Merci. Peut-être qu'on s'en arrête là. Merci à vous. Merci à nos administrateurs une nouvelle fois.